on n'est pas encore en Bretagne. On est sur la route, les amis, pour aller au Stunfest édition 2023. Bon, Stunfest. Le Stunfest, voilà. Si le GPS veut bien nous indiquer la route. Ouais, le GPS est un peu fumeux. Hein, ouais. J'ai bien dit fumeux, pas fameux. C'est le temps de faire la mise à jour. C'est la fête du cyber, il nous a dit tout, n'importe quoi. Non, on va pas à la fête du slip, on va au Stunfest. Voilà, rien à voir. Hein. La fête du slip, ce sera peut-être l'année prochaine, si vous êtes sage. Are you ready? Are you ready? Allez, salut bande de geeks. Salut les geeks. On est bien au Stunfest, donc je suis accompagné de Tonton Seb Et de Cédric, alias Totologique, Ouais. hein, c'est ça? Chips on stéroïdes. Voilà, chips on stéroïdes. Alors pas les chips qu'on mange, hein, attention. essayez déjà, tu le tutoies et tout plus. ça. Alors moi je suis très content en fait de le rencontrer, c'est la première fois qu'on se voit. Ouais. Tonton Seb m'a beaucoup parlé de lui, Est-ce que- notamment sur un des anciens jeux. Voilà, parce Précédent. que là je coupe un petit peu la parole. Je l'avais interviewé en 2019 pour son jeu Néotrice sur AES MVS. À l'époque du prototype. À l'époque du prototype, effectivement, ouais, qui payait pas de mine et qui était plutôt prometteur, effectivement. Un bon petit jeu, on l'aime bien chez House of the Geek. Et donc là, il m'a recontacté pour son nouveau jeu, Gladmore. Gladmore, oui. Un jeu qui- Connu sous le nom de code Dance of Death, qui était le nom provisoire, et le nom définitif c'est donc Gladmore. Donc pourquoi ce changement de nom du coup là, de passer de Death of Dance à Gladmore qui est... Bah, quand on commence un projet, on prend un peu le premier nom qui nous passe par la tête, sachant que après il nous faut tester le référencement, il nous faut tester si le nom est déjà pris, il nous faut tester si le nom correspond bien à l'ambiance du jeu. Donc on a pris le temps, on a pris plusieurs mois avant de se décider sur un nom définitif et au final là on a décidé que Gladmore ça faisait le job quoi. Voilà. Effectivement, Gladmore, c'est un nom qui claque, quoi, ça. Gladmore. Ouais, Gladmore, qui vient du latin gladius mortem, qui veut dire épée mortelle. Un très bon nom de groupe de musique, ça serait parfait. Pour un groupe de métal, ouais, death, ça peut être ça sympa. ferait l'affaire, ouais. Effectivement. Et donc, pour ceux qui se demandent ce que c'est, il s'agit d'un... Excuse-moi, te penche pas trop là, ça donne... On fait pas une vidéo porno là. Nos amis téléspectateurs ne sont pas comme ça, ils n'ont pas les idées mal surtout placées. pas. Donc, pour ceux qui se demandent ce que c'est comme jeu, vous allez voir des extraits. Donc, il s'agit d'un jeu inspiré de Ghost and Goblin Ghouls and Ghosts. Je repasse la parole à Cédric. Mais je me permets de dire que c'est pas du tout un jeu copié, ça n'a rien à voir, il a son gameplay, on a pu le tester, je tiens à le dire quand même, c'est très important, il y a des petites références, on a fait beaucoup de niveaux, mais on vous parlera surtout du premier niveau essentiellement, on vous montrera en vidéo, mais je tiens à dire, et ça c'est très important, parce qu'on peut tout de suite se dire, voilà, ça ressemble à, mais en fait ça n'a rien du tout à voir, c'est très surprenant, le gameplay est top, mais je te laisse en parler. Ouais, l'idée c'était de partir sur un gameplay simple et efficace que les gens connaissent. Le principe de base de la licence Ghost and Goblins, c'est que vous incarnez un chevalier et que ce chevalier saute comme une casserole. Voilà. Déjà, on est dans un univers médiéval. Voilà. En même temps, voilà. Ghost and Goblin assez dark. Là, on a vraiment les ennemis, des squelettes, des orques essentiellement, des fantômes, des choses comme ça, des petites bestioles forcément que vous allez découvrir. Mais essentiellement, donc c'est un jeu de référence en fait au médiéval fantastique et pas plus. Après, il n'y a pas d'autres références en fait de clins d'œil en fait de ciné, de films, d'autres jeux. C'est bourré de références.
Comme ça. Avant de commencer le jeu, on s'est fait une liste de films cultes. D'accord. Pour en citer quelques-uns, Evil Dead, Legends, Labyrinthe, Willow et forcément évidemment Le Seigneur des Anneaux. Oui. Et effectivement, on a puisé dans tout ça pour s'inspirer, aussi bien pour les décors, pour les ennemis, pour l'histoire du jeu, etc. Alors avant de développer, moi j'ai une petite question en rapport à ce que tu avais fait avec Néotris. Pourquoi ce choix-là, en fait, totalement différent, pourquoi pas un autre? Néotris, donc c'était un puzzle game, c'était le projet faisable par un seul homme, on va dire. Quelqu'un capable de programmer le jeu et de bricoler des graphismes. C'était l'idée, c'était comment on peut faire un projet Neo Geo seul. Aujourd'hui, je ne suis plus seul. Je suis donc le développeur, game designer de Gladmore. Mais cette fois, je suis épaulé par un graphiste animateur, donc Jérôme, si tu le regardes, et Steph à la musique. Donc, Steph aussi, Salut aussi. si tu le regardes. Et donc, je voulais dire, oui, donc, il peut se permettre ça, puisque cette fois-ci, il est financé par une boîte qui s'appelle Pixel Earth, qui édite des jeux principalement indépendants. Et donc voilà, c'est pour ça du coup qu'il est rémunéré et qu'il peut payer un graphiste, un musicien, et ça se ressent. Franchement, oui, c'est un jeu qui, on ressent vraiment beaucoup plus ambitieux. Oui, c'est que cette fois, moi, je n'ai pas à m'occuper des graphismes, je n'ai pas à m'occuper de la musique, donc je peux me concentrer sur la programmation. Sachant que aussi je profite de l'expérience que j'ai acquise pendant Néotris, où j'ai pu découvrir comment on optimisait du code sur la Neo Geo, comment on programmait efficacement sur la Neo Geo. Et donc on a cette liberté aujourd'hui, ce confort qui est d'être en partenariat avec un éditeur. Donc qui nous permet d'être confortable, d'avoir le temps de développer le projet, de développer le jeu. Et donc si tu me dis que le résultat s'en ressent, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Ah oui. Et en termes de projet, du fait que tu sois une équipe, est-ce que tu as un temps imparti pour réaliser ce genre de jeu? Nous, on était partis sur une sortie en fin d'année 2023. Alors, on va essayer de tenir ce cap. Sur quel support? Rappelle-nous. Principalement, au départ, c'est Neo Geo, AES et MVS. D'accord. Après, si le jeu a du succès, il y aura des portages, Steam, Switch, les consoles modernes, où on pense qu'il y a un public beaucoup plus large que le public de la Neo Geo. On te le souhaite. Ouais. Et donc voilà, l'idée, on monte en puissance. Beaucoup d'animations, des décors variés, 5 niveaux, des armes. On espère que ça va faire plaisir aux joueurs. Et des musiques. On va essayer d'avoir une incrustation de musique pour vous faire écouter ça. Parce que... À ce jour-là, à l'heure qu'on vous parle, on n'a absolument pas pu entendre la musique avec le brouhaha du test du jeu. Donc on a hâte aussi éventuellement, tu nous en as parlé juste un petit peu avant, on va pouvoir avoir une petite musique, écouter ça avec grand plaisir. Je voulais revenir sur les niveaux, c'est vrai qu'on a eu la chance, on nous a fait découvrir quelques niveaux de plus comme ça qui sont en cours de préparation. Et rappelle-nous combien de niveaux? Alors 5 niveaux, mais sachant que les niveaux en fait se décomposent en sous-niveaux. Si on prend par exemple le premier niveau, on commence dans la forêt, puis on évolue vers le château, et on termine vers le cimetière. Et en fait, chaque niveau en fait est découpé en sous-sections. Si on prend le deuxième niveau qui commence dans une forêt, finit dans une caverne, le troisième niveau qui commence dans une mine de gobelins et qui termine dans une ville de gobelins. Voilà, pour vous donner un aperçu de la richesse des niveaux, il y a 5 niveaux, mais les niveaux sont extrêmement riches. Et on confirme, chaque niveau est entièrement différent, avec un décor différent, donc en fait il y a un travail quand même qui est assez colossal finalement. C'est vrai que c'est plutôt bluffant. Au départ, quand j'ai vu le jeu, je me suis dit, oui, ça ressemble un petit peu d'autres trucs. Et à avancer dans le jeu, quand on découvre d'autres choses, on dit, ah ouais, ça c'est une bonne idée, ah ça c'est excellent. On prend plaisir, même si au départ, la difficulté est également un petit peu dure, mais on progresse. Et on se prend assez rapidement au jeu, c'est assez grisant je trouve. Surtout qu'en plus le jeu, il faut le rappeler, est en cours de développement. Donc ça augure vraiment que du bon. Tout à fait, quand il sera finalisé, ça va être absolument énorme. Et j'insiste et je le répète, c'est vrai que
Là, une fois qu'on a testé plusieurs fois dans la journée, avant, après le repas, c'est vrai qu'on a une immersion totalement différente. Et ce que je tiens à dire, et je te le dis franchement en cash, parce qu'on est là aussi pour dire les points à améliorer, parce que si on peut te donner des conseils, et les super bonnes idées, et ben c'est qu'en fait, j'ai quand même le sentiment que, ok, il y a Ghost and Goblin, mais ce jeu est à part entière. Il y a son identité, son âme en fait. Et d'ailleurs, je voulais demander, par rapport aux personnes qui sont venues le tester, qu'est-ce que tu as eu comme retour des plus jeunes, des plus vieux? Qu'est-ce qu'ils ont pensé, les gens, de ce jeu? Alors, un public très jeune, puisque ici au Stunfest, on a de tout. On a des familles, on a des hardcore gamers, on a des gamers spécialisés jeux de baston, on a aussi des fans de la Neo Geo. Et ben, on a eu que des retours positifs. Voilà. Alors, les jeunes qui jouent, qui ont testé le jeu comme ils auraient testé n'importe quel jeu, bah, ce qui est positif, et bah, c'est qu'on voit les gens jouer, perdre, recommencer, perdre, recommencer. Et c'est bon signe. Voilà, et c'est bon signe parce qu'à chaque fois on voit qu'ils vont toujours un petit peu plus loin dans le level, et puis à un moment ils arrivent au boss, et puis à un moment on a eu aussi quelques personnes qui se sont acharnées, qui ont réussi à battre le premier boss. Donc ça c'était très bon signe. Et d'ailleurs, parle-nous un peu du boss, parce que ça en jette, hein. On voit qu'on est sur Néo quand on voit le boss, quoi. Ouais, là, on s'est donné quelques règles, dont l'une qui est de dire, bah, un boss doit prendre tout l'écran. Voilà. Je confirme, c'est un gros cochon. Et sans jeu de mots grave. Les boss prennent, on a même l'ambition d'avoir même un boss qui fera 2 écrans. Ah, quand même. Mais ouais, il va falloir jouer avec 2 écrans, qu'est-ce qu'il a? J'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Petit joueur dans AirTag, il y a un boss qui prenait tout le niveau. C'est pas bête.
Donc un boss incroyable, effectivement, on sent bien qu'on est sur Neo Geo, ce gros sprite là, c'est énorme avec ses animations, je trouve un peu à l'ancienne, mais dans le bon sens du terme. Ça rappelle les bons vieux jeux d'arcade comme ça, c'est bien. Peux-tu nous parler un petit peu des autres boss, on se trouve peut-être dévoilés, mais un petit peu, qu'est-ce que tu nous réserves comme surprise pour les autres boss? De ce qu'on a vu, bien sûr. Des boss qui sont énormes, forcément. Et après, on est allé puiser dans des références, dans des films. Mais je préfère pas trop en parler. Non. Honnêtement, je préfère pas trop en dire. On garde le suspense Je alors. préfère que les gens aient la surprise. De bonnes surprises. Il y aura que des bonnes surprises. Des boss bien travaillés. Ouais, Jérôme a fait un travail de pixel art absolument génial. Oui. Aussi bien sur le dessin que sur l'animation. Donc là-dessus, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Au contraire, je pense que si vous avez aimé le premier boss, vous aimerez les suivre. Moi j'ai hâte de voir, tu parles d'animation, mais moi j'ai hâte justement de voir tous ces petits personnages dans les menus qu'on a testés, qui sont en bêta pour l'instant, tous ces petits monstres qui vont bouger, tout ça. Moi, je vais revenir sur un petit point un peu technique, c'est que la Neo Geo, on n'est pas sur Mega Drive, a une grosse capacité de mémoire, et tu nous disais tout à l'heure que tu voulais pas te faire chier à répéter 50 fois les mêmes sprites, tu as de la place, et tu mets des sprites divers et variés sur tout le long du niveau, les musiques. Les arbres dans la forêt par exemple, ils sont quasiment tous différents. Oui, l'idée c'est qu'on n'est pas sur Mega Drive. Alors, je n'ai rien contre la Mega Drive. J'adore la Mega Drive aussi. Voilà, Ouais. j'ai eu la Mega Drive étant jeune, j'adore cette console. Mais la bécane, elle est limitée. je joue encore à la Mega Drive, mais c'est vrai que la Neo Geo permet de s'affranchir de la répétition. On n'est pas obligé de faire un décor à base de tiles qui se répètent sans arrêt. Ouais. L'idée, c'est qu'on peut avoir un foisonnement de sprites variés, parce qu'on a une capacité de stockage dans les cartouches pas infinie, Non. mais on a largement de quoi voir venir avant d'arriver à la limite de la console. Voilà. La différence, effectivement, moi je reparle encore par exemple le détail de la fameuse forêt. C'est vrai que le premier, parce que le bois, ça c'est ma partie, je m'y connais, mais c'est vrai qu'en fait, vraiment tous les arbres sont différents, il y en a même qui ont des têtes. Je sais pas si c'est une référence à un espèce de crâne un peu à la Iron Maiden ou je sais pas. Donc là, tu nous parles du level 2. Ah, que faut les pas gens trop n'ont en pas parler. encore vu. D'accord. Mais c'est pas grave. Mais ça donne une idée en fait du Mais- fait que ça se répète pas. Voilà, donc sur ce petit point technique de la mémoire, tu nous disais aussi qu'au niveau des musiques, les boucles allaient être très longues. Contrairement à d'autres jeux, là, 1 minute à 1 minute 20 avant que la musique reboucle. Ce qui est, alors, Énorme. ça Ouais, peut c'est paraître pas mal. ridicule pour une console récente, mais pour une Neo Geo, c'est énorme. Donc nous parlons ici de musique qualité CD. Oui, Voilà, le parti pris sur le projet, c'était le même que sur Neotrice, c'est d'utiliser au maximum les capacités son de la Neo Geo, qui est la capacité de pouvoir jouer des samples en qualité CD. Et couplé à la capacité de stockage des cartouches, qui permet de stocker un quart d'heure, l'équivalent de un quart d'heure de musique qualité CD, en moyenne, ça veut dire qu'on peut avoir par level des musiques qualité CD qui durent en moyenne 1 minute, 1 minute 20, 1 minute 30. et ça, c'est vraiment impressionnant. On tient vraiment à le souligner parce que les jeunes, ils n'ont pas l'habitude de ça, ça leur paraît naturel, mais c'est vraiment très très bien. Et nous on sent la différence et on a hâte d'entendre cette fameuse musique. Alors, une petite question, est-ce que dans les options, on pourra écouter les musiques, est-ce qu'il y aura un sound test par exemple, ça pourrait être sympa, si les musiques sont vraiment de qualité, de pouvoir les écouter tranquille. Bah écoute, je prends note parce qu'à développer, c'est pas très compliqué. Donc menu d'options, pourquoi pas, ouais. Et en parlant de menu d'options sur la difficulté, parce qu'on a vu qu'on a pu tester avec un certain nombre d'armes possibles pour les tester, mais on sait très bien que dans le premier niveau, en fait, il va falloir péter une pierre gargouille là, pour obtenir une arme, et il n'y a pas de système d'inventaire, donc on récupère l'arme ou pas, et puis voilà, on l'utilise directement. Ouais, c'est ça, donc 6 armes en tout, des armes que j'ai essayé d'équilibrer. Les noms, tu pourras les nommer, il y en a combien? Alors je vais les nommer. Donc Voilà. on a l'arme de base qui est la hache de lancer, donc qui est arme de vitesse moyenne et de dégâts moyens. Deux autres armes de lancer que sont le shuriken qui est très rapide mais qui fait très peu de dégâts, le trident qui est lent mais qui fait beaucoup de dégâts. Ouais. Donc ça, ce sont les 3 armes de lancer principales.
Ensuite, on a une arme de poing qui est l'étoile du matin. Alors, il faut s'imaginer une sorte de batte de baseball cloutée. Ça donnera une bonne Ça, image. on n'a pas vu ça. Ça me Si. dit- Ah, c'est. Ah, bah, j'ai mal regardé, excusez-moi. L'arme de poing, donc, qui a une portée très limitée, mais qui est très puissante et qui est très rapide à manier. D'accord. On a une autre arme de lancer, mais qui a un fonctionnement différent, qui est l'arbalète, Ouais. parce qu'elle a la capacité de transpercer les ennemis. Et ça, j'en dis pas plus. Je laisse les gens découvrir pourquoi cette arme sera différente de la hache et du trident et du shuriken. Malgré que c'est une arme de lancer, elle a un fonctionnement différent. Je laisserai les gens découvrir Oui, pourquoi. bien sûr. Et l'arme originale du jeu, donc, qui est aussi le fléau d'armes. Donc fléau d'armes, c'est une boule pointue au bout d'une chaîne. Et donc là, pareil, je laisserai les gens découvrir Oui, et peut-être tout à fait. qu'ils verront dans la Il y a une vidéo. subtilité. Voilà, effectivement. c'est une arme qui a deux modes de fonctionnement selon si vous avez les pieds au sol ou si vous êtes en plein saut. Effectivement, on confirme, on n'en dit pas plus. Faut laisser un peu de suspense quand même pour faire découvrir. D'ailleurs, dans les sauts, on est assez mobile, on va faire des doubles sauts, Oui. on monte d'une échelle, hop, on saute, on se raccroche, on saute d'une autre. Il y a quand même une liberté de mouvement qui est plus poussée que dans un vulgaire Ghouls and Ghosts ou Ghosts and Goblins, qu'on adore. Mais là, on a quand même un petit plus, et ça qui est bien. Je vais rebondir à ce que tu viens de dire justement sur la partie échelle qui m'a assez surpris. C'est que on ne voit pas spécialement ça dans les jeux vidéo, mais on l'a vu. Il y a une chape spéciale pour accrocher, donc et monter et descendre, et c'est surtout qu'on peut tirer. En fait. C'est ça. Le but, c'était de repartir vraiment du gameplay de base de la licence des jeux Ghosts and Goblins, Ghouls and Ghosts, sachant que eux-mêmes, le long des différents épisodes, ils ont intégré des mécaniques de gameplay différentes. Oui. Si vous vous souvenez bien, selon les épisodes, on pouvait tirer dans les 4 directions ou pas. On avait un double saut ou pas. Sur Super Nintendo, c'est double saut. Ouais. Exact. Donc, Donc, Ghouls and Ghosts. donc là, l'idée, c'était de reprendre vraiment le mécanisme de base, qui est ce fameux saut à trajectoire rigide. D'accord. Donc avant de sauter, il faut savoir où on va, puisque le saut a une trajectoire fixe. Tout le gameplay est basé sur ça. Mais pour ajouter plus de flexibilité, double saut, capacité à que le double saut soit à rebours du premier, évidemment. Capacité à tirer dans les 4 directions. Voilà. D'accord. Oui, parce qu'on est vraiment sur une croix. Voilà. Il n'y a pas de diagonale. Les ennemis, certains pourraient éventuellement, je ne sais pas, venir en diagonale. Voilà, ils font leur vie et tout. On va découvrir avec toi dans ce jeu-là. Mais en tous les cas, nous, c'est la directionnelle croix. Voilà, en haut, en bas, à gauche, à droite, accroupi, voilà. Et fait. un défaut de beaucoup de jeux de l'époque Ghosts and Goblins, c'est cette rigidité sur les échelles. Alors on est sur une échelle, on ne pouvait pas tirer sur les échelles. Eh oui. Quand on était sur une échelle, on était obligé soit de descendre ou de remonter. On ne pouvait pas sauter de l'échelle. Voilà, tout ça a été revu. Donc On oublie. voilà, Voilà, donc là on peut on esquivait en fait les corbeaux, les choses comme voilà, ça. là on peut s'agripper à une échelle en plein vol, on peut tirer depuis une échelle, on peut sauter depuis une échelle. Donc voilà, on n'est plus les échelles ne sont plus des contraintes. Tout à fait, mécanique. On est d'accord. Les échelles sont nos amis. Bref. Ouais, on Toujours une s'égare. petite blague Bien sur sûr. Oso Geek TV, bien sûr. Ce qui permet du coup d'avoir du level design celui que vous avez testé, le level 3, dont le level design est axé sur la mécanique des échelles. Ah oui, Parce que là, important. on Très peut, dur. on peut se permettre donc du level design acrobatique, où on peut sauter d'échelle en échelle. Et je vous ai même montré sur les level 4, il y a même une partie escalade. Effectivement, oui, où tu as fait le test. Parce qu'on est des privilégiés, nous. Voilà. Ouais, il faut le dire, c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de chance et on te remercie en tous les cas de cette confiance-là pour qu'on puisse tester quand même. Et puis, Et moi, surtout, obtenir des retours très rapides sur Exactement. est-ce que la difficulté est trop élevée ou au contraire, est-ce que c'est trop facile, est-ce que les contrôles Voilà. sont bien pensés. Voilà, ça pour moi aussi, Alors- c'était important de faire tester à des gens de confiance et à des gens qui ont de la bouteille en ah termes bah, de c'est jeu. Quoi. c'est gentil, un petit peu. Et tu parlais de la difficulté, moi je voulais revenir par rapport justement au menu. Est-ce qu'il y aura un choix possible dans le menu, sachant que nous, faut être objectif, hein. Ce que vous allez voir en vidéo, nous on a testé, comme pour le premier niveau, en exclusivité, avec la possibilité d'avoir toutes les armes qu'on voulait. Mais on va commencer avec une hache, c'est ça. Donc c'est déjà, nous, c'est une difficulté. Est-ce qu'il va y avoir une difficulté possible à choisir? Oui, l'idée c'est que quand j'ai programmé le jeu, j'ai prévu qu'il y ait des paramètres
qui pourront changer en fonction du niveau de difficulté. Alors, c'est des paramètres assez simples. C'est par exemple la fréquence d'apparition des ennemis. Parce que vous avez vu que si vous restez au même endroit, les ennemis ça pop, 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 ouais, ils pop, pop. ils pop. Bon, voilà, Et certains vont vite. certains Très, vont très vite. Donc selon le niveau de difficulté, on pourra faire popper plus ou moins rapidement les ennemis. Leur vitesse de déplacement pourra être plus ou moins rapide. Les ennemis qui tirent pourront tirer à des fréquences plus ou moins rapides. Leurs tirs pourront avoir des vitesses plus ou moins rapides, etc. Et etc. le nombre de vies, et de crédits peut-être qui changera au départ du jeu peut-être. Rappelle-nous, c'est de combien? Alors, pour l'instant, on s'est fixé sur 3 vies, 3 crédits, mais je crois que c'est pas assez. Il va falloir qu'on monte au moins 5 crédits. On va le tester en Mais finale. surtout, ce qui manque actuellement sur la version alpha que vous avez testée, c'est que on arrive très vite au bout du nombre de vies, Oui. on arrive très vite du nombre de crédits qui nous est donné au départ. Et ce qui nous manque là, c'est de récompenser le joueur en lui faisant gagner des vies et en lui faisant gagner des crédits. C'est ça ce qui manque aujourd'hui. Comme par exemple, pourquoi pas dropper en fait un coffre avec un cœur à certains endroits comme, Alors, comme pour les armes. Voilà, exactement. Dans le jeu, on a actuellement 2 mécaniques qui permettent de dropper des objets. On a donc des statues à détruire Oui. qui peuvent soit... Ça on a vu, c'était voilà. pour les armes. Voilà, qui vous donne une arme ou une pièce qui augmente le score, ou bien une vie, ou bien une armure. Ah, ça on n'était pas au courant. Bah, merci de nous donner cette info. Un petit point bien sûr, si le jeu, quand il sortira sur MVS, on pourra mettre le nombre de crédits qu'on veut, en mettant plus ou moins de pièces. Normalement, voilà, ça, c'est comme ça sur MVS. Sur MVS, tu lances le jeu, il y a 2 modes, il y a le mode free play ou mode normal en MVS. En mode normal, c'est naturel que quand tu allumes ton MVS, il y ait 0 crédit. Alors après, c'est à chacun de se discipliner sur MVS. Bien Parce sûr. que la tentation d'ajouter des crédits, donc c'est C'est le fair play quoi. voilà, qui- c'est où les gens mettent en free play et à ce moment-là, peut-être qu'en free play, je mettrai un nombre de crédits limité. Je pense que là aussi, ça nécessitera quelques tests. Mais en tout cas, pour les gens qui vont jouer chez eux sur MVS et qui auront la tentation de mettre des crédits, ce sera à eux de se discipliner. Parce que pour moi, je le développe, ce jeu, la version MVS, comme si il tournait sur une borne d'arcade de l'époque, donc comme si les gens mettaient des pièces. Donc, Oui, effectivement, en fait, tu poses directement les contraintes. En fait, ça fait partie du jeu, en fait. Tu limites non plus. C'est évidemment, je pense qu'on quand on développe sur une vieille console, c'est aussi pour toutes les contraintes, tout ce qu'il y a autour. Sinon, autant développer sur une plateforme moderne. Si c'est pour faire du moderne, ça n'a pas d'intérêt. On le sait, Ghost and Goblin, par exemple, Golden Ghost, pardon, sur arcade n'est pas comme sur la console. Elle est beaucoup plus, elle est plus dure. Moi, j'ai beaucoup de mal d'ailleurs. Et justement, le niveau, certains le recherchent sur arcade. oui, il y a vraiment, si je me souviens bien, oui, le Super Ghouls and Ghosts de la Super NES a quand même un mode de fonctionnement qui est différent de celui de l'arcade. C'est le mode classique sur console, à savoir qu'on commence avec un nombre de crédits limité. Chaque crédit a un nombre de vies limité. Et une fois qu'on arrive au bout, la partie, c'est game over. Alors que les Ghost and Goblins, Ghouls and Ghosts arcade, si vous y jouez aujourd'hui, ils sont extrêmement difficiles. Mais on sait qu'on peut ajouter des crédits, des crédits. Et on peut finir le jeu en une soirée si on s'acharne. Donc la version MVS de Gladmore sera comme ça aussi. Faut pas oublier qu'à l'époque, les bornes d'arcade, c'était fait pas pour que ce soit rentable pour les cafetiers. ouais. C'était des difficultés très dures pour que les gens aient envie de rajouter remettre des des pièces tout le temps. Ah oui. Et ça, alors que quand on est chez soi, c'est pas pareil. C'est Non. pas obligé de faire un jeu aussi différent. punitif. Exactement. Après, rien ne m'interdit en mode MVS de rajouter le mode console. Pour les gens, pour les gens qui ne veulent pas être tentés de rajouter des crédits et qui veulent le défi, Oui. comme sur iOS, comme sur console, de lancer le jeu en mode console. Et comme ça, ils commenceront avec un nombre de crédits limité, ils seront dans les mêmes conditions que les joueurs console. C'est pas mal. Surtout que sur MVS, il est extrêmement facile. On accède le petit deep switch numéro 1. On accède aux options de la carte d'arcade. Et là, pourquoi pas AES et MVS, au réglage de la difficulté, du temps, pourquoi pas, même limiter le temps, le nombre de vies, le nombre de crédits, on pourrait tout paramétrer. Changer la langue, je sais pas si tu as prévu une langue française, anglaise, je sais pas. Ce sera en anglais. Les dernières décisions qu'on a prises, c'est qu'on aurait une version japonaise où on aura
on aura le logo du jeu, on va retravailler le logo du jeu pour une version japonaise. D'accord. Ouais, vous pensez à l'exportation, mais ça rigole pas, c'est... Non, mais c'est bien, c'est très bien. On sait qu'il y a des collectionneurs qui collectionnent par exemple l'AES japonais, donc il y aura un insert en japonais, et donc il y aura un écran titre en japonais, voilà, Oui, pour C'est plus pour pas dépareiller dans les collections que vraiment... Mais bon, après, je pense que Pixel Art, ils vont peut-être à l'étranger, donc je sais pas s'ils se refusent, je sais pas. Je t'avoue, je connais pas les détails à ce niveau-là. Moi non plus. Et pour continuer en fait sur la partie menu, est-ce que tu as d'autres éventuellement parties du menu à développer, des choses qu'on ne penserait pas forcément? Parce qu'on avait parlé de la musique, le choix de la difficulté, les paramétrages. Après, il y a toujours l'idée d'ajouter des cinématiques, Ah oui. des artworks de transition, Ouais. parce qu'on a quand même le jeu raconte une histoire. Oui, tu m'as parlé de ça. Il y a quand même une histoire, tu as créé le scénario, tout ça. T'as pas trop développé parce que c'est normal, il faut garder du suspense. Et nous, on a hâte en fait de voir ce qui va se passer sur les petites cinématiques. On le sait vraiment sur ce genre de support. C'est propice justement à avoir ce genre de format donc Au départ, on incarne un chevalier noir. Donc si on incarne un chevalier noir, c'est parce qu'il y a une histoire autour de ce chevalier noir. Alors, je ne vais pas la développer ici, mais l'idée c'est que même sans texte, sans cinématique, rien que de passer par tous les niveaux, ça va vous raconter une histoire, puisque vous allez commencer dans un village, suivi d'un château, suivi d'un cimetière, suivi d'une forêt, suivi d'une caverne, et ça va vous amener quelque part, chez quelqu'un, voilà, et agrémenté de petites cinématiques et agrémenté de textes. Donc à la fin du jeu, vous aurez toutes les pièces du puzzle donc pour vous fabriquer l'histoire du jeu. Ah, un puzzle. On revient à Néotrice. On s'en doutait. Exactement, peut-être pas. Non, mais c'est vrai qu'en fait, quand on a vu ce personnage-là, tout de suite, il nous est venu des questions. D'où vient-il Ça me rappelle une chanson, Goldorak. Oui, très chanson, c'est vrai, ça me fait Ouais. Mais c'est vrai alors nous, on est comme ça, on pose énormément de questions, mais c'est vrai que aussi, tu as raison de nous faire garder le suspense. Oui. Et c'est surtout que moi, ma philosophie, c'est que je préfère suggérer les choses, suggérer l'histoire, plutôt que d'expliquer l'histoire par du texte. Oui, parce que je pense que, si je ne me trompe pas, c'est vrai que c'est comme on est spoilé par rapport à un film. C'est vrai qu'on va se dire tout de suite, ça va être génial, ça va être énorme, ça va être machin, et on peut créer en fait quelque part une déception alors qu'il est très bien fait, c'est pas du tout un truc à jeter, et voilà. Et au contraire, si en fait, vaut mieux créer en fait, je pense, la surprise. De ce qu'on a vu, nous, on est très satisfaits. Et puis on espère t'avoir apporté des petites choses, des idées, pourquoi pas. La pierre à l'édifice, comme on dit. Non, c'est vrai, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime les vieux jeux, c'est qu'on peut tout imaginer. Maintenant, les jeux sont tellement bien faits qu'en fait, tout est prêt, tout est tout. Voilà. On devine. Il n'y a plus rien de deviné. Alors que dans le temps, ça Là, il y a travailler. la créativité. Voilà, ça faisait travailler l'imagination, les graphismes étaient un peu plus rudimentaires et on s'imaginait tout ce qu'il n'y avait pas en fait. les suggestions Et ça, est pas mal. ça c'était cool. Alors, les petits jeunes, peut-être que eux non, mais pour nous, tout comme Et à travers de l'histoire, je pense, et j'ai la sensation, sans savoir, je spoil pas, mais j'ai comme la sensation qu'on va justement vivre l'histoire du personnage et découvrir petit à petit en fait toute son histoire. Il va peut-être avoir quelque chose comme ça, quoi. Je rebondis sur ce que Seb a dit sur l'imagination. C'est exactement ça. C'est comme la différence entre un film et un livre. Oui. Quand vous lisez Le Seigneur des Anneaux, vous imaginez les C'est le décors, Marillon pour ceux qui regardent. vous imaginez les personnages, alors que quand vous regardez le film, tout est prémâché. Ce qui peut souvent donner lieu à des déceptions. Exactement. Quand on passe très souvent du livre au film, Ouais. on a souvent des déceptions. Alors que souvent dans le sens inverse, c'est plutôt des bonnes surprises. Quand on regarde d'abord le film et qu'ensuite on passe au livre, dans ce sens-là, c'est souvent des bonnes surprises. Alors l'idée du jeu vidéo, pour moi, c'est un peu la même chose, c'est qu'il ne faut pas tout expliquer. Il faut laisser l'imagination des gens travailler.
Et parfois, juste, il ne faut pas montrer les choses, il faut les suggérer. Il ne faut pas expliquer les choses, il faut juste laisser le jeu suivre son cours. Et par l'intermédiaire des décors, par l'intermédiaire des boss que vous allez de la musique rencontrer. aussi. Et de la musique, on a hâte d'entendre. Voilà. Alors sûrement qu'on va C'est ça, peut-être c'est- en fond en fait cette musique. Mais là, Une musique bien choisie, des fois c'est comme si on avait un personnage en plus, c'est comme si on avait un narrateur finalement quelque part. alors tu m'avais parlé justement de la musique, si on peut en parler, Oui, pour oui, rebondir là-dessus. Est-ce que ce sont des musiques créées ou bien reprises ou, Ce sont les créations originales. Voilà, donc on a Steph Sira qui est un musicien de talent qui est donc sur ce projet. Moi au départ j'avais fait des sélections de musique classique Oui, tombées dans le domaine public, oui, on sait, Mais- libre de droit. Merci YouTube. notamment qui avait notamment Danse Macabre de Camille Saint-Saëns, qui avait inspiré le nom de code du jeu Dance of Death. Oui, à l'origine. Mais j'avais choisi ces musiques au départ pour qu'on puisse, nous l'équipe, se mettre un peu dans l'ambiance. D'accord. Voilà, qui est déjà une Choix intéressant, atmosphère. ouais. Mais j'ai toujours dit à notre musicien, Steph, je ne t'impose rien, n'hésite pas à créer tes propres musiques, ce qu'il a fait, et je vous assure que ça va donner un excellent résultat. Et la seule indication que j'ai donnée à Steph, Ah. c'est que les musiques doivent être contrastées d'un niveau à un autre. Ah oui, parce qu'ils sont différents et on le confirme. Et- Que ce soit au gameplay, visuellement, enfin, ouais, c'est épatant. Chaque niveau est différent, mais pourtant c'est le même aventurier qui vit son aventure dans différents lieux et endroits. Et ce qui est bien, c'est comme ça sera vos musiques, rien ne vous empêche plus tard d'éditer un CD, un vinyle. Un Bah voilà, vinyle. tout est possible du coup, comme ça sera vos musiques. Pour les mélomanes, comme Ah oui. nous sommes, Mais ça se fait beaucoup. on aime beaucoup. Peut-être à vinyle. Je pense que la qualité des musiques méritera effectivement Et moi, ça peut, un support CD ou vinyle, ouais, je pense. Et je reviens sur ce que tu as dit sur le gameplay, le level design. C'est effectivement ça, l'un des fils directeurs, c'est de dire que deux niveaux qui se succèdent ne doivent absolument pas se ressembler. C'est-à-dire entre le niveau 1 et le niveau 2, ça doit être une expérience différente au niveau du level design, de l'ambiance graphique et de la musique. Entre le niveau 2 et le niveau 3, le niveau 4 et le niveau 5, etc., etc. À chaque fois qu'on change de niveau, il faut que ce soit une nouvelle expérience pour que ça renouvelle le plaisir de jeu, que les gens ne s'ennuient pas et qu'ils aient envie de continuer. Bah, je peux que confirmer en tout Ah cas bah, de oui, ce qu'on c'est- a vu et qui n'est pas encore finalisé. Non. Quand tu nous disais oh ça c'est encore un peu dégueulasse, machin truc, bah on reconnaît exactement ce que c'est déjà bien, puisque sur certaines parties de niveau tu m'as dit que t'as toi-même créé voilà, les structures et que ça va être retravaillé après avec le design et tout. Mais pour moi enfin déjà je suis épaté parce qu'on sait très bien que sur certains jeux indés, pas sur ce support-là bien sûr, mais ils sont un petit peu plus dégueulasses que ce qu'on a déjà vu. Nous on est épatés, enfin, c'est totalement jouable. C'est vrai que c'est qu'on va dire, mais là au salon il y a des jeux indés, donc ils se tournent sur des PC. Hein. Ben Quand oui. on voit les graphismes, mais finalement on se dit mais attends, mais c'est minable. L'autre sur Neo Geo, il fait quelque chose de beaucoup mieux. Alors que là sur un PC finalement il n'y a pas de limite entre guillemets. Et c'est peut-être ça le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite. Et les limites finalement permettent une certaine créativité, je trouve, qui des fois est bien souvent salutaire quand c'est bien fait, bien amené. Eh bien, tu sais que depuis que je développe sur Neo Geo, je pense que j'ai jamais autant progressé dans le gameplay et le game design Ah oui. que quand je développais pour PC. Parce que justement, comme la console a évidemment ses limites, Limite, voilà. C'est eh ben, des contraintes. Voilà, c'est une contrainte et du coup, tu es obligé de te concentrer sur l'essentiel et d'utiliser l'essentiel à bon escient. Tu peux pas multiplier les options. On peut pas. Il faut vraiment, se concentrer sur ce qui fonctionne et mettre de côté. Par exemple, à un moment, je te disais que j'avais des idées par exemple, d'inclure une glissade. Oui. On peut aussi, pourquoi pas, à un moment, l'idée de se dire qu'on pouvait non pas tirer dans 8 directions, mais dans 16 directions avec les diagonales. Mais si ça n'apporte rien au gameplay, si le level design ne tire pas profit de ces mécaniques, ben en fait, c'est que c'est inutile. Donc, c'est des Et choses ça- que j'ai mis de côté. C'est plus compliqué pour le joueur pour tout mémoriser. Ah, il y a ça, est-ce que ça va se... Non, on s'y perd et du coup, ça tue le fun. Quoi. Et c'est pour toi à créer, à coder, mais c'est un temps colossal aussi. Oui, pour ça, rien, peut en être, fait. ça peut être une perte en fait de temps phénoménale et qui peut peut-être voire même gâcher. On le sait sur certains jeux, à vouloir trop en faire, trop de boutons. Le trop Dans limite bien. Ouais, voilà, le trop et voilà la limite du bien. Et ouais. c'est vrai que Tout à fait. on a testé tout à l'heure un petit jeu AD.
Et tout de suite, moi, la maniabilité me plaisait pas. Il y a là les gâchettes. Ça les partait d'un Non, bon sentiment, il y a une bonne idée créative et tout, mais c'est vrai que par exemple, ce jeu que tu veux parler, que je ne veux pas forcément Non, nommer, partait sur une idée créative arcade, et en fait, il bifurque, on le sent très bien, par une communauté qui est différente de la nôtre. Donc déjà, ça quitte en fait l'arcade pour justement une communauté beaucoup plus jeune qui ne connaît pas ces codes, mais qui va savoir les utiliser parce que eux, ils jouent comme ça sur les jeux récents. Donc pour nous, c'est compliqué en fait, sachant que c'est un marché de niche. Oui, il y a deux approches aujourd'hui, je pense, dans le game design. Il y a une approche qui veut qu'on ait un héros qui est capable toujours d'en faire plus. Prenons l'exemple du jeu de 2D type plateforme. Maintenant, les gens veulent, ou en tout cas les concepteurs veulent tout de suite faire des héros capables de courir, de dasher, d'avoir un inventaire pour les armes, de pouvoir faire du wall jump, de pouvoir faire du gravity jump. Mais en fait, souvent, le plus est l'ennemi du bien. C'est pas parce qu'on a une palette de mouvements illimitée que le jeu va être bon. Mieux vaut avoir une palette de mouvements limitée et avoir un level design qui challenge le joueur sur cette palette de mouvements limitée. Donc moi, c'est cohérent, voilà. Oui, exactement. Moi, c'était l'approche que j'ai eue sur ce projet. Et moi, ce que je ressens sur l'entité du jeu, c'est que quand même aussi, il y a une forme aussi de respect par rapport, pas que à la communauté, mais rien qu'à l'essence même en fait de ce type de jeu, qui est vraiment l'authenticité comme se faisait à l'époque, en respectant certains codes qui sont très importants. T'as pas bâclé, ou s'il y a éventuellement du fait que c'est un nouveau jeu, que tu crées des choses, c'est vrai qu'il peut y avoir des améliorations, on les a vues, il y a des choses très intéressantes qu'on a parlé tout à l'heure avec l'échelle, des mouvements, des choses comme ça, mais t'as pas détruit ou cassé en fait des codes qui sont hyper importants. Ouais, c'était important d'être respectueux de nos sources d'inspiration. Donc on les a dit, hein, Ghosts and Goblins, Ghouls and Ghosts. Et beaucoup d'autres clins d'œil. Oui, alors après des clins d'œil qui viennent de films, qui viennent de livres, qui viennent du monde de l'heroic à vous de les fantasy. découvrir. À vous de les découvrir. Arriverez-vous à tous les reconnaître? Et l'idée, c'est de rendre hommage et surtout de ne pas plagier et de ne pas trahir. Voilà. C'est pour ça, par exemple, qu'on est parti sur un chevalier noir. Parce que ça n'a aucun intérêt de refaire le chevalier Arthur. Voilà. Ça a été fait, ça a été très bien fait. Donc c'était important pour nous de partir sur autre chose. Et pareil au niveau des armes. C'était quand même important qu'on ait notre propre approche des armes, qu'on ne reprenne pas la lance, qu'on ne reprenne pas le couteau, qu'on ne reprenne pas les armes de la série Ghosts and Goblins, mais qu'on développe nous-mêmes notre propre set d'armes avec leurs propres spécificités, tout en essayant de garder l'héritage de la série. Et j'ai pu ressentir aussi quelques petites phases en fait d'humour, des choses comme ça. Et est-ce que justement, au-delà d'avoir fait genre une setlist par exemple d'idées comme Monty Python, les choses comme ça, est-ce que justement vous vous êtes pas projeté comme si vous réalisez en fait un jeu à l'époque avec le matos en fait d'aujourd'hui? Alors là, ce serait plus Jérôme qui pourrait répondre à cette question. C'est question technique pour une fois que je pose. Puisque c'est lui qui est en charge du graphisme, de l'art et de l'animation. Mais il me semble que c'est son état d'esprit. Oui. D'accord. Sachant qu'on est dans le pixel art et qu'on n'est pas dans le jeu d'horreur, on est vraiment dans ce... Non, c'est pas du slasher, quoi. Non, on est vraiment à mi-chemin entre l'horreur comique, mais comme j'en discutais avec mes collègues, c'est pas non plus le jeu sur lequel tu es mort de rire. Non. Voilà, c'est un peu un bon méchant en fait. Je pense que une des références, on sent un peu les références à Evil Dead. Ou le premier Evil Dead, c'est vrai que c'est comique, tout en étant quand même assez quand même horreur quand même. C'est de l'humour grinçant. Puis jouer un méchant, c'est cool. Enfin, je veux dire, qui n'aime pas les méchants? On le sait dans tout. Il suffit ça pour voir un peu la démarche de notre chevalier. Donc c'est un chevalier noir, donc il vient du monde des ténèbres. Néanmoins,
dans sa façon de courir et de Ouais, c'est vrai sauter, qu'il est- vous voyez qu'il a quand même, voilà, il a un petit côté comique quand même Oui, oui, derrière. oui. C'est Il y a un un petit déhanché. côté de Aldo Machion, un petit peu. Il roule des épaules et tout. ouais. exactement. L'idée, c'est on est sur un jeu médiéval fantastique, donc il y a des touches d'horreur, mais on désamorce tout ça très rapidement avec des petits éléments comiques. Et, par exemple, quand vous voyez comment le zombie se décompose, comment le zombie marche en traînant la patte, le design du boss, du premier boss, forcément. Ils ont quand même recruté en fait les squelettes de Jason des Argonautes Oui. quand même pour faire l'animation. C'est une blague. Oui, il y aura plein de sources d'inspiration. Jason et les Argonautes pour les squelettes. Labyrinthe pour les gobelins, pour la ville des gobelins. Et le boss numéro 3, j'en dis pas plus. Voilà, il va y avoir plein de petites touches de référence disséminées tout le long du jeu. Alors- Beaucoup de choses à dire. Et je voulais dire par rapport au type de jeu, ce qui est bien, c'est que c'est un genre de jeu qu'on ne voit pas sur Neo Geo. Moi, quand on parle aujourd'hui sur Neo Geo, moi, je pense à Magician Lord. Ah oui, Mais sorti de là, j'en vois pas d'autres en fait. Peut-être que j'en oublie en un. référence. Mais je oui, vois que effectivement. Magician Lord, où la maniabilité était quand même c'est beaucoup plus rigide quoi. J'aime bien Magician Lord, l'ambiance est là, mais là c'est quand même beaucoup plus souple. Donc c'est bien, c'est le genre de jeu qui manquait à la Neo Geo, parce que les jeux de combat c'est excellent, mais il y en a plein. Les shoots, il y en a eu davantage, il y a eu comme avec la Neo, avec le GDF Team pardon. Donc là, voilà, ça comble un manque que je trouve de la ludothèque Neo Geo. Et du fait, je rebondis, et du fait que justement ça soit une création dans le niveau pour les Neo Geo fans, est-ce que justement tu as eu des retours là-dessus, à savoir qu'on est sur un homebrew et que voilà, là tu ramènes une pièce en fait, et je l'espère dans leur collection, même pour les puristes, puisque en fait ça s'y prête vraiment à la console. Ouais, l'idée, quand j'ai dit Pour pas les décevoir. quand l'idée du projet a commencé avec Philippe, donc, qui est l'un des fondateurs de Pixel Art, l'idée, la première chose qu'on s'est dit, c'est il faut qu'on fasse plaisir aux joueurs. Voilà. Après, nous aussi, évidemment, il faut qu'on prenne du plaisir dans ce qu'on fait, mais l'idée, c'était pas de se dire on va révolutionner le jeu vidéo. On sait que sur Neo Geo, c'est un public de joueurs qui ont poncé les standards du jeu vidéo. Mais néanmoins, on sait que sur la Neo Geo, tout n'a pas été développé. Oui, tout à fait. Voilà, et comme tu disais, Seb, il y a quand même une carence en termes d'action plateforme. Voilà. Parce que en termes d'action plateforme, il y a eu Magician Lord, Ganryu. Ah oui, j'ai oublié. Forcément, mais j'en suis sûr que Les Daz depuis moyens, tout à l'heure. Spin Master. Mais oui. Ouais, on est plus dans Voilà. la ligue. Voilà. Il y a eu C'est également limite, Ragi, ouais. donc le plateforme là, Ragi, alors je sais plus comment il s'appelle en version américaine, européenne. ouais. Bref, j'ai bouffé le nom, mais c'est pas Ah oui, grave. mais oui, maintenant que tu me fais rappeler. Bon, fin de journée, on est un peu fatigué. En tout cas, la Neo Geo, c'est pas la console Non. du plateforme action. Non. Voilà. on le sait. Donc c'était vraiment, je pense qu'on prenait peu de risques. Dans l'optique de faire plaisir aux joueurs, on prenait peu de risques en prenant la direction d'un jeu action plateforme inspiré de Ghosts and Goblins. Surtout qu'il y a une GDF Team qui avait sorti l'excellent Gunlord, Ouais. mais sorti de là, c'est vrai que personne, c'était essayé quoi. Voilà. Et en plus, sur la jouabilité, les boutons stick, c'est parfait, quoi. Si j'étais venu avec un projet de shoot 'em up, tout de suite, alors je pense que ça aurait divisé parce que Ça reste un classique, le shoot, on le sait. alors, ça reste un classique. Non, le niveau est tellement élevé en Voilà. termes techniques Voilà. que moi, je pense que j'aurais pas eu l'ambition de vouloir partir sur un shoot 'em up tout de suite parce que sur un jeu de combat. Parce que là, la Neo Geo est la console qui a parmi les meilleurs jeux de combat. Voilà. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les capacités techniques, financières taf, hein. de créer un jeu de combat. Donc, comme toujours, sur un projet, il faut. C'est une question d'équilibre entre les capacités de développement et de création de l'équipe et les attentes des joueurs. Donc pour nous, le bon compromis, c'était ça. Le choix s'est posé sur ce style de jeu, quoi. Donc, Voilà. vous auriez pu avoir d'autres idées et tout, et puis vous avez fait le pour le contre. Et sachant que t'es pas tout seul, t'es pas le seul décisionnaire, donc... Oui, bonjour. Qui êtes-vous? Je voulais rebondir, tu parlais des jeux de combat. Tu nous as dit qu'en bonus, il y aurait peut-être un petit jeu de combat à deux, très simpliste, mais un petit truc, un petit bonus en plus comme ça. Voilà. Ce que tu as testé. Ouais, Voilà. voilà. Ce que tu peux en Oui, parler. l'idée c'est de rajouter un mode de joueur. Un Alors VS. techniquement,
Ça fait plus penser à mode de joueur de Golden Axe. Plus mode de joueur de Golden Axe. le- Petit truc en plus, un petit peu, voilà, limite. Mais... Parce que le mode histoire tel qu'on le joue à un joueur, ça va être compliqué de le décliner à deux joueurs. Aussi bien du côté du game design, parce que tu as vu, il y a des plateformes qui Non, c'est pas tombent, possible. il y a des embranchements dans les niveaux. Alors, ça voudrait dire, Passage secret, ouais. ça voudrait Non, dire non. qu'il faudrait retravailler le game design pour l'adapter à deux joueurs. Mais là, ça sera un autre jeu en fait, quasiment. Et techniquement, le jeu a été, en tout cas, l'optimisation du jeu va être faite pour un joueur. Ouais, voilà. Ouais. Mais C'est qu'une option en fait, c'est une petite, un truc donc, supplémentaire. donc, quand même, parce que c'est quand même sympa de pouvoir jouer à Ah deux. oui. L'idée, ça va être de rajouter un mode versus, un contre un. Donc, mais encore là, ce que je vous ai montré, Oui, c'est ouais. vraiment à l'état Voilà. de prototype. Oui, Il y a- tout à fait. Il y a l'idée, ça peut être rigolo, le petit truc détente comme ça, voilà, entre Ouais, c'est deux pour parties parler, d'un vrai jeu, on va dire, excuse-moi pour le coup, là, hop, on se fait ça, on enchaîne quelques parties, et basta quoi. Donc on comprend bien, alors, j'imagine qu'il ne faut pas que ça rajoute trop de taf par rapport, parce que sinon si tu t'éparpilles, j'imagine pour sortir le jeu final, ça va être des heures supplémentaires et tout, c'est juste inconcevable. Donc en fait c'est vrai que tu te limites à ça, on t'a sollicité quelques petites idées, on a échangé et tout ça, et puis on espère que ce petit mode là pourra exister. Ouais, l'idée c'est de très vite pour ce mode, c'est d'identifier les bonnes Voilà. idées de gameplay, se concentrer sur les idées essentielles, Voilà. de réutiliser des décors du mode histoire, de Ouais. réutiliser le serait chevalier beaucoup, ça. du mode histoire, sachant aussi qu'on a un autre chevalier caché. Alors Oula. ça on savait même pas. D'accord, oh là Voilà. tu nous dis... oh. Parce que quand on a travaillé sur le chevalier, en fait on a fait plusieurs tentatives. Donc on a un autre chevalier qui pourrait bien faire son apparition Voilà. en mode de joueur, mais voilà, j'en dis pas plus. Et comme on disait, pouvoir incarner des fois des gobelins, des squelettes et autres comme personnages en plus quoi. On reprend les sprites et puis ça fait un deuxième joueur quoi. Et peut-être en mode solo, ça pourrait être une idée. En mode histoire, le premier joueur joue le chevalier, et qui sait, le deuxième joueur, En alternance. ou non, le deuxième joueur pourrait contrôler des ennemis dans le décor pour mettre des pots de banane aux joueurs. Là ça part en Ah, ça- cacahuète là. Alors ça par contre ça s'est jamais vu parce que jouer en alternance oui, Oui. mais pouvoir incarner comme ça un des méchants, alors ça s'est jamais vu. Alors là, c'est une idée comme Ah, ça, Ah oui. Non, parce que à voir, à y a- tester. Il y a vu dans le jeu Sonic 2, on pouvait incarner Tails, on pouvait comme ça le manipuler un petit peu pour Voilà, aider. légèrement ouais. Mais incarner un méchant, là, tu nous mets l'eau à la bouche là. Là, Il y a un truc là. On découvre. Là, première rien, c'est Non. des idées lancées Ouais, comme ouais. ça. Il y aura un mode de joueur. On ne sait pas encore ce que ce sera précisément, mais il y aura quelque chose. C'est vrai qu'on a pas mal échangé même sur la fin du jeu potentiel, qu'est-ce que ça sera. Enfin, après t'en dis, tu le dis pas, voilà, c'est la surprise. Il prévoit mais du c'est lourd. sûr, mais c'est sûr que effectivement sur les idées farfelues, parce qu'en fait faut le dire, faut dire aussi une chose. Quand on est venu, alors déjà il m'a dit, il m'a payé la place en fait pour venir, mais il m'a alléché sur aussi quelque chose. C'est vrai que quand il a parlé de toi par rapport à la création du jeu, je me suis dit, oh, putain c'est génial. Attends, on va peut-être l'aider ou avoir la chance en fait. Nous c'est un rêve, hein. Je te dis un délire, on ne fout pas la pression. Mais on nous aurait dit un jour de pouvoir tester en exclusivité un jeu en pleine création. On est comme des gosses, hein, je veux dire. Et du fait de partager et échanger comme ça, moi cette journée-là, on va s'en rappeler pendant longtemps. Malgré que le salon cette année n'est pas terrible. Ouais, on est déçus par ça, mais Mais bon. heureusement que t'es là. Oh, mais nous, dans notre chapiteau Ah. des curiosités, on est Très, bien. Les gens s'amusent, tout le monde On s'est bien s'amuse. éclaté. Ouais. Vous verrez des vidéos justement de ce qu'il y a là-bas. Et heureusement qu'il y a du jeu, on peut s'amuser, on a discuté avec les gens et c'est Et formidable. donc, on remercie évidemment l'association de Néo Geo Fan. Ah oui, Ah oui. oui, voilà, un Oui, oui. super rebondissement. Et dis donc, Voilà, mais c'est très hein, bien, c'est très très bien. Et tu rebondis bien avec Megaman et Voilà, toute et l'équipe puis de Colabir, Neo Geo voilà, Fan. oui. Exactement, qui ont un super stand. Et puis comment il s'appelle déjà le troisième larron là Alors moi, je connais pas les pseudos, moi je connais les prénoms. Ouais. Donc nous avons Megaman Valentin, Putain, voilà. nous avons France Voilà, c'est ça. et Ronan. Il va m'en vouloir, j'ai oublié son prénom. Oh là là, c'est Ouais. c'est la fin de journée, c'est On pour va ça. dire c'est la fin de la journée. Ils ont un super stand, d'ailleurs très facile à trouver. On est arrivé, c'est le premier truc qu'on a trouvé. On est rentré, on les a vus.
Et d'ailleurs, pour rebondir sur Neo Geo Fan, ce qui est bien, c'est qu'ils t'ont toujours soutenu dès le départ Oui. avec Néotrice. Et ça, c'est bien. Et en même temps, vous vous soutenez mutuellement parce que ça leur apporte une plus-value que tu viens. Pour eux, c'est une plus-value aussi, avoir un développeur. Donc tout le monde s'y retrouve et c'est Puis- très très bien. Puis merci de nous greffer en fait aussi de loin, mais ce projet-là a aussi de nous donner l'opportunité, je vais dire, de te soutenir aussi, de faire connaître ce jeu-là. On espère que sur les communautés, on pourra promouvoir en fait ce jeu-là, pourquoi pas, à parler, en tous les cas. Et puis on te remercie en tous les cas. Je sais pas si on a d'autres questions. Oui, l'idée c'est de toujours me greffer à l'assaut de Neo Geo Fan lors des conventions, Ouais. puisque moi ça m'apporte des joueurs pour pouvoir faire tester le jeu très rapidement, voir s'il y a des bugs, voir s'il y a des choses de gameplay à corriger, récupérer aussi toutes les idées, le foisonnement d'idées, voilà, des joueurs qui ont une culture différente, ça Ouais. aussi c'est super intéressant. Et la plus-value, il me semble que Valentin ne me contredira pas pour l'association, c'est de montrer que la console est encore vivante, quoi. Oui, on est tout à fait d'accord et que le jeu Homebrew, et je le dis, je vais peut-être me faire taper dessus, mais je m'en fous, par rapport aux puristes, c'est vrai que là, je pense tu montres clairement t'es pas un rigolo de kermesse, quoi. Non, Je tiens à le dire parce que nous on dit facilement les critiques, on dit par exemple ce qui n'allait pas, ce qui nous fâchait, et puis non, tu vas rectifier ceci, parce que t'écoutes en fait les gens. Et là, c'est vraiment du vrai, ce que j'appelle moi du vrai jeu homebrew et non pas de l'indépendant, Voilà. je trouve. C'est différent, il y a je- une petite oui, nuance. Oui, Ouais. dans ce que Voilà. pour moi, la définition, c'est que là, on est quand même plus dans le côté amateur, dans le bon sens du terme. Voilà. Les jeux AD, c'est vraiment une petite équipe bien structurée. Voilà. Là, c'est quand même plus, bien que si vous êtes 3, c'est quand même. Voilà, en utilisant vraiment la bécane, vraiment et tout, ça respecte. Et c'est pour ça qu'on te greffe finalement aussi de notre côté, de notre communauté de passionnés en fait. Donc il y a un intérêt aussi business parce que clairement c'est ton métier, il faut que tu en vives. Ah oui. Et puis là tu as une équipe, tu partages les trucs, il y a des frais, on va pas rentrer dans les détails, ça me regarde pas. Mais forcément, quand tu es une équipe, là c'est plus le même, on va dire, c'est plus la même histoire que quand tu es tout seul à gérer ton truc. Il doit y avoir des coups de pression, il y a des objectifs, il y a des voilà. Oui, du coup, je remercie Pixel Earth de nous faire confiance parce que honnêtement, j'ai jamais travaillé avec, appelons-les des responsables qui nous laissent autant de liberté. Parce que honnêtement, quand on vient avec des idées de game design, on a carte blanche. Ça c'est incroyable. T'avais pas travaillé un peu dans le temps chez Ubisoft, non, tu m'avais dit, non J'ai travaillé dans différentes entreprises que je ne vais pas nommer. Ouais, t'as fait ton expérience. Voilà, là, j'ai jamais eu autant de liberté de création que sur ce projet-là. Voilà, donc je remercie encore Pixel Art. D'accord. Sans eux, le projet, j'aurais même pas pu commencer le projet. D'accord. Parce que là, c'est un projet sur une année complète, Ah oui. à plein temps. Et donc, c'est pas le genre de projet qui peut être développé sur son temps libre. Non. C'est pas possible, surtout quand on est 3. C'est trop ambitieux là. Voilà, Ouais. si on veut cette qualité de graphisme, cette qualité d'animation, cette diversité dans le gameplay, dans le game design, c'est des projets à plein temps sur au moins une année. Donc derrière ça, donc, il nous faut le soutien financier minimum. Exactement. Et c'est là où le partenariat avec un éditeur fait la différence. Parce que sans ce partenariat, le projet aurait juste jamais pu voir le jour. Et je trouve moi, que ça donne une touche de crédibilité pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout Exactement. Shimon Steroid. Là, voilà, vous pouvez être rassuré parce qu'il y a un vrai éditeur derrière. Donc ça peut Exactement, rassurer c'est très les nouveaux acheteurs. Très parce que, très pro. Hein. en termes de budget, même si pour nous qui sont habitués à la Neo Geo, on peut se dire que 350, 400 €, parce que ce sera certainement le prix, c'est raisonnable. Pour les nouveaux joueurs, ça peut rebuter. Donc voilà, mais il faut avoir confiance. Ce sera une vraie création Moi, je pense que originale, ça des vraies justifie. cartouches, pas de sacrifice. Ce sont des vraies cartouches, des vrais nouveaux circuits imprimés. Ça c'est important de le dire. Pas de massacre. C'est du 100% Sans neuf. création. 100% Made in France. Cocorico. L'idée donc c'est de faire un jeu de qualité sur Neo Geo, donc exploiter la console, faire plaisir à la communauté de joueurs et de collectionneurs sur Neo Geo, mais l'idée c'est aussi de pouvoir ouvrir le jeu au plus grand nombre possible. Nous, le pari c'est de dire que la qualité qu'on peut atteindre sur la Neo Geo rejoint la qualité qu'on peut en fait, qui est attendue par les joueurs
de consoles de current gen comme la Switch ou autre. Ouais, Il y a- tout à Donc- fait. Pour la Switch, je trouve que graphiquement, ça irait parfaitement. Ça serait un Et bon portage. Surtout en version portable, Ah ouais, ça peut clairement, rendre superbe au clairement. niveau de l'écran. Même sur le choix en fait vraiment des pixels. Ah ouais. Il y a un et marché, hein. nous on avait peur parce qu'on est assez exigeant. En fait on est des cons. Excuse-moi de te le dire. Toi, hein. On peut le Je veux dire. Surtout on est très exigeant. C'est vrai que quand on voit en fait des jeux créés de studios de développement, des fois on se dit waouh mais non mais c'est quoi ces pixels, c'est quoi ceci, ces faux trucs, ces faux machins. Et c'est important, il faut le dire. Oui, alors il y a une mode du... Comment on pourrait appeler ça Pixel art, le new pixel art, Ouais, voilà. mais qui en fait, quand tu as l'œil averti et surtout quand tu as l'expérience des consoles pas d'époque, du pixel. ben, tu vois que le pixel perfect Non, n'est pas c'est du respecté, faux, ouais. qu'il y a des effets de transparence Ouais. que les consoles d'époque évidemment ne Non. peuvent pas Le faire. nombre de sprites est Le- complètement le hallucinant. Voilà, Ouais. des rotations qui Oui, sont juste ouais. impossibles à créer. Même une Super Nintendo avec ses capacités de rotation ne pourrait pas recréer. Parallaxe aussi, Donc je crois. là, comme on développe dès le départ sur le hardware d'origine, il n'y a pas le choix. Alors. On est dans le pixel perfect, on est dans le pixel art, donc on est dans la tradition, on est dans L'authenticité. Oui, voilà, oui. Petite précision, c'est con à dire, mais le jeu il a été développé, enfin pensé pour être joué sur une télé cathodique. Ça peut paraître con de dire ça, mais c'est vrai que maintenant vous êtes beaucoup à avoir des télé CD, et malheureusement là c'est une console qui sortait du 15 kHz, donc cathodique. Voilà. Ouais. On pourra l'upscaler, mais à la base Oui. le pixel il a été pensé pour les Skyline. Voilà. Il y a des systèmes de réglage, je pense. Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Seb et après je rebondirai sur ce que tu as dit. Moi, quand je développe, alors, on est obligé de travailler avec les outils d'aujourd'hui. On n'a pas les kits Oui. de développement de l'époque. Moi, j'ai toujours fait confiance envers Jérôme pour la touche artistique. Ouais. Moi, je mets toujours un peu les avertissements, je pose les contraintes en termes techniques. Donc moi, très souvent, je fais confiance à notre artiste, j'intègre ses graphismes, et moi je teste pour voir si ça fonctionne. Je teste régulièrement sur émulateur, sur MAME, pour voir que tout fonctionne bien. Et, Donc sur l'écran LCD. sur l'écran de mon Voilà. ordinateur. Vous avez votre réponse. Ouais. Et ça m'a fait un choc Ah. quand j'ai eu le premier niveau intégré et que je l'ai testé déjà la première fois sur ma Neo Geo, sur mon AES, j'ai eu le premier choc. Ah. Le rendu n'a juste rien à voir avec le rendu de l'émulateur. Mais Ah oui. en mieux, enfin, je suppose que c'est en Alors, mieux. mes yeux sont Ça sortis buguait. des orbites. Ah oui, à ce Ah point-là. oui, la qualité des couleurs, la qualité des détails. Ah oui. Alors, sachant que moi, à la maison, pour une question de place, je n'ai pas d'écran cathodique, je passe par un RetroTink qui Ah, convertit en HDMI vers un écran d'accord. LCD. Donc il y a une conversion. Mais rien que là, entre mon émulateur et mon AES sur écran LCD, c'est le jour et la nuit. Bon, Ça- bien. Ça veut bien dire par exemple, que ton graphiste, il tient compte justement des limitations de Ah l'écran ouais. pour supprimer, ne pas faire tous les pixels en fait. Une ligne Ouais. sur deux pour que ça puisse comme ça. Je sais pas, j'arrive pas à bien expliquer, Ouais, mais ouais, voilà. ouais. c'est- Je lui fais confiance. Voilà. En tout cas, je sais pas comment il a fait, mais le résultat est là. Et effectivement, le deuxième choc, c'est Ouais. quand j'ai vu le jeu tourner sur écran cathodique, sur CRT, sachant que vous avez vu la qualité des écrans qu'on a Oui, ici c'est au variable. Ils étaient faibles, bon, ils sont Voilà. rincés les C'est l'écran écrans. fatigué, Ouais. mais même là, on voit la puissance il y a une magie, il y a un Oui, truc oui. qui s'opère sur les écrans cathodiques. Il y a une réflexion qu'une personne m'a faite, une personne qui a joué, qui m'a dit c'est incroyable comment les graphismes sont fins. Ouais. Oui. Oui, ah oui, je confirme. Ça bave pas, c'est vraiment très précis. Je vois sur les effets de bâtiments qu'on voit dans le premier, parce que tu vois les poutres, les nervures, autant de détails. Je me suis dit, j'ai eu un petit doute. Il a fallu du temps pour que j'y joue et me dire, putain, quand même, c'est fort quoi. Et sachant qu'on a une résolution sur Neo Geo, alors je ne rentre pas dans les détails Oui, techniques, ça oui, dépend oui. si c'est japonais ou européen. Est-ce Mais- qu'il y aura d'ailleurs une différence? Non, Non, moi je pars du principe qu'on a une résolution de 320 sur 240. Alors, ça résolution maximum. La plupart des jeux Neo Geo Oui. étaient en Sont moins en plutôt- 324 voilà. par je sais plus combien. Et t'as même deux jeux
comme Spin Master qui avait une résolution Beaucoup plus inférieure. basse, ouais. Donc en fait, la Neo Geo, officiellement, n'a jamais utilisé tous ces Elle pixels, était pas à part la mixée. NG Dev Team, je crois. Ouais, Mais ouais. c'est plus officiel. Oui, Qui alors, l'ont boosté, ouais. il y a effectivement des recommandations qui sont faites dans les documentations d'époque Oui. de la Neo, qui de dire que, en gros, les deux colonnes de tile à Voilà. gauche et à droite peuvent être ignorées parce qu'à l'époque, très souvent, les CRT étaient mal réglés. Voilà. Il y avait Voilà. des overscans. On Voilà. zoomait, voilà. Mais moi, je pars du principe que maintenant, les gens, ils ont quand même, pour beaucoup, ils ont des écrans LCD avec soit des OSSC, soit des RetroTink, ou bien, comme toi, Seb, je sais que des CRT extrêmement bien réglés. Donc, Ça y est. donc voilà, on part de la zone d'affichage maximum en se donnant des marges de sécurité pour faire en sorte que les gens qui ont un écran pas très bien réglé puissent, par exemple, dans le HUD, qui n'est pas une partie des scores coupés, qui n'est pas une partie de l'interface coupée. Mais pour ceux qui ont des écrans bien réglés, normalement, ils seront en plein écran, il n'y aura pas de bande noire. Question con, mais est-ce que le jeu tournera en 60 Hz, en 60 images par seconde, pardon, c'est différent. Parce qu'il peut être en 60 Hz avec moins d'images par seconde. C'est pas. Les Voilà. grands esprits se rencontrent. Je voulais poser exactement la même question. Alors, ça a été la première contrainte que moi, je me suis imposé ouais. quand j'ai commencé le projet, c'est qu'il fallait absolument que ça tourne en 60 FPS. Ah, Donc je sais Ah, pas, c'est dingue, je sais ça. pas si vous confirmez que le jeu Bah, tourne. si. on voit bien. Si. On voit bien que les ennemis, en plus, ils vont être modélisés en Ouais, plus, là, c'est plus, ouais. même les objets qui peuvent bouger, des boules, des choses comme ça. Mais C'est péchu, hein. Après, on a eu dans le temps des jeux qui tournaient avec beaucoup moins d'images par seconde et finalement, on ne gênait pas trop. Ouais. Mais la qualité de Homebrew a tellement été tirée vers le haut Voilà. que maintenant, c'est vrai que je peux comprendre qu'on soit obligé de ne pas faire moins. Et c'est vrai que c'est bien. Hein, voilà, content. Ouais, je crois qu'aujourd'hui on ne nous aurait pas pardonné d'avoir De faire un des truc chutes de faible. framerate, Mais- d'avoir Voilà. du 30 FPS au lieu du 60 FPS. Je pense qu'aujourd'hui c'était pas possible. Ouais, il faut Et- pas se louper. Non, à ce C'est un niveau- marché de niche aussi. À ce niveau-là, ça a été une grosse contrainte dès le départ de coder le moteur du jeu en disant on vise le 60 FPS constant. Après, je dis pas, il y aura peut-être un moment ou deux où il y aura peut-être une nuée d'ennemis qui fera peut-être qu'on aura un ou deux ralentissements. Ouais. Mais l'objectif, c'est du 60 FPS constant. Et justement, le fait de s'imposer 60 FPS, c'est qu'au niveau des graphismes, on peut peut-être pas en mettre autant qu'on veut, du fait qu'il y a beaucoup d'animations derrière. Je pense que ça va peut-être limiter aussi le nombre de sprites, de trucs comme ça. Non, est-ce qu'il y a une mutation à ça? Est-ce que ça impacte les graphismes derrière? Non, c'est le code. D'accord. C'est le code qui fait que on va pouvoir tenir le 60 FPS ou pas. Donc à l'époque, ils auraient pu le faire s'ils avaient eu le temps de le faire, parce que c'est souvent ça en fait. C'était une question de temps de développement aussi, quoi. Je t'avoue que Tu comptes pas ton temps. je sais pas, c'est surtout que je sais pas comment les gens de l'époque fonctionnaient, comment ils travaillaient. Donc je sais qu'il y a des jeux très célèbres qui malheureusement ont des FPS qui sont pas 60 FPS constants. Je peux pas dire. Je sais pas comment les gens travaillaient à l'époque. Donc moi je sais que par exemple moi je bosse en C, le langage C, qui n'a pas la réputation d'être le langage le mieux optimisé pour coder sur ce genre de machine. Pourtant néanmoins j'ai trouvé des astuces de programmation qui permettent d'avoir un bon résultat. Donc tu travailles pas en langage machine, alors non, c'est plus compliqué l'assembleur, non? Ouais, l'assembleur est plus compliqué parce que ça demande plus de temps. Et en fait, c'est surtout ça. Aujourd'hui, moi, ce sur quoi j'insiste avec l'équipe, c'est d'essayer de gagner le plus de temps possible en utilisant les outils modernes. On n'utilise pas c'est mon point de vue, c'est ma philosophie, on ne doit pas s'obliger à utiliser des techniques d'époque. Oui. Pour des techniques d'époque, l'objectif c'est le résultat. Voilà. Et je dis souvent, la fin justifie les moyens. Voilà. Donc- N'importe quel moyen. Et je me rappelle, il y avait certaines critiques sur Neotrice qui disaient que ton code était mal optimisé. Mais on s'en fout. Le jeu, tant qu'il marche bien à la fin, Voilà, c'est mal le optimisé. résultat. Oui, alors après c'est vrai que les protos étaient buggés souvent, ils n'étaient pas optimisés. Voilà, faut pas que ça bug. Mais après, Voilà, après dans le développement, l'optimisation se fait toujours à la fin. voilà, que ton jeu il prend 100 mégas de plus ou 100 mégas de moins, à la limite, je dirais qu'on s'en fout. Oui. Tant que ça marche. Clairement, c'est le résultat. Oui, on n'est pas à économiser une tile, on n'est pas à économiser un son, on n'est pas voilà,
On dev sur Neo Geo, donc on a de la capacité de stockage, donc on profite des capacités de stockage, que ce soit pour les graphismes, pour les musiques. Et l'idée à la fin, c'est d'en mettre plein les yeux, plein les oreilles. D'ailleurs, il me semble que la limite technique sans puce, c'est pas 90 mégaoctets de mémoire non, sur cartouche Neo Geo. C'est un doute. Alors c'est compliqué parce qu'à l'époque, quand il t'affichait le stock, quand il t'affichait Ouais, 100 mégabits. le poids des cartouches sur les inserts, il les exprimait en bits plutôt qu'en octets. C'était un argument marketing. Oui, c'est vrai, ça grossissait un petit peu. Voilà, Ouais. il faut multiplier 1 mégaoctet par 8 pour Exactement, avoir la ouais. valeur en mégabits. Et c'était pareil sur Pour la Mega valeur Drive, exacte. Super Nintendo et autres. C'était Ouais, le même ouais. système de calcul. Donc ça, c'est marketing. Donc, ce qui est affiché sur les cartouches Neo Geo, il faut le diviser par 8 Voilà. à peu près pour par exemple, si vous voulez comparer avec Un chiffre équivalent. voilà, quoi. sur Mega Drive Ouais. ou autre quoi. C'est- Et alors, j'ai pas les chiffres en tête, Ouais. mais Je crois que c'est un truc comme ça, ouais, je crois que c'est... après il y a toujours des techniques. J'en avais parlé dans une autre interview, les techniques de bank switching. Ouais. Qui a été utilisé dans les derniers sur jeux. la Neo aussi. Ouais. Notamment pour les graphismes, il y a eu beaucoup de bank switching qui a été utilisé. Pour l'animation aussi, puisque l'animation est contenue dans le code du jeu lui-même. Donc oui, les derniers jeux de la Neo Geo utilisent la technique du bank switching. Ouais. D'ailleurs, un petit point technique, la Neo Geo comparé aux autres consoles, c'est que la console, elle n'a pas à trop travailler. La plupart des graphismes, du son, tout est dans la cartouche. Et quand elle a besoin, elle prend directement ce qu'elle a besoin. Effectivement. Ouais. Donc Ouais. c'est pas comme la Mega Drive, Ouais, par c'est exemple, dissocié, ouais. où on prend l'information, Voilà. on le décompresse et on le stocke dans la RAM, qui est de 64 kilobits. La Neo Geo, c'est pareil. Sauf que comme tout est pré-mâché, finalement les 64 kilos, ça suffit largement. Et ça, c'est la grande force de la Neo Geo. Ouais, c'est ce qui faisait que les cartouches coûtaient très cher. C'est que c'est des ROM à accès hyper rapide. Et effectivement, en fait, quand vous voyez une cartouche Neo Geo, il faut la voir comme si c'était de la RAM vidéo. Oui. Et le processeur vidéo peut aller chercher directement Voilà. les tiles et les sprites qui sont présents dans la cartouche sans passer par une mémoire tampon intermédiaire Exactement. qui limite sur la Super Nintendo, sur la Mega Drive, qui Voilà. limite Ouais, le perte aussi. le nombre de sprites différents que vous pouvez avoir à l'écran. Il n'y a, Ce qui fait la différence. pas cette limite-là sur Neo Geo. Moi, je voudrais rebondir, on fait que de rebondir, mais tu nous as parlé de ce que tu as fait, ton équipe et tout ça. Moi, j'ai une... C'est pas mon équipe, Oui, oui. j'appelle plutôt mes collègues. Voilà, tes collègues, tes confrères. Et justement, une petite question un peu personnelle. Est-ce que c'est toi qui as été les chercher ? Comment ça s'est fait en fait le recrutement de Ah oui, X tiens, oui. personnes pour réaliser ce tout ? Alors Philippe de Pixel Art, donc qui travaille avec des studios, qui travaille avec des indépendants, m'a dit tiens Cédric, pour ce projet, je sais J'ai quelqu'un. on a un graphiste qui a de Qui bosse l'expérience, bien. D'accord. qui va pouvoir mener à bien ce projet. Donc Jérôme. Et tiens, on a aussi un musicien qui dont la touche, la patte va aussi bien aller sur le projet. Donc moi j'ai fait confiance. Correspond. Voilà. D'accord. Oui, parce que après aussi de ton côté, à avoir confiance avec des personnes avec qui tu n'as jamais travaillé pour amener à bien en fait ce projet. Ah. Ce sont des professionnels. Ouais, donc, ça c'est donc, très bien fait. Ils ont fait leur job, chacun. Bon, après, On le voit en je tous les cas. rentre- Alors on attend la musique bien sûr, mais de ce qu'on voit en tout Je cas, rentre- ils ont fait leur job. Je rentre pas dans les détails, Ouais, c'est ouais. juste, on est des professionnels, donc Et puis- le but c'est d'avoir le meilleur jeu possible à la fin, donc Ouais, mais- on fait en sorte de bosser dans ce sens-là. Quoi, voilà. Non, mais au moins c'est bien, t'as pas eu à te prendre la tête, à recruter des faire des personnes, à rechercher à droite à gauche, ce qui peut des fois être assez pénible finalement. Ouais. Et je dirais même professionnellement parlant, ça peut parler à tout le monde finalement. C'est vrai que des fois, travailler avec des personnes que tu connais très bien, tu peux dire, oh, t'as un bon feeling, mais professionnellement, Ah, c'est oui. autre chose. J'imagine ça, je veux dire, par exemple, si un pote qui est dans le milieu, avec qui tu peux travailler, tu n'auras pas forcément le même résultat qu'une personne que tu connais pas de lambda. Par contre, c'est un pro, il fait son job, machin truc. Il peut avoir des affinités, mais des fois, quand tu divises et tu parles travail, c'est vrai que le résultat peut être différent. Enfin, moi, je parle à titre perso, ça peut être parler à d'autres gens.
Alors, honnêtement, moi, dans mon entourage, j'ai personne qui travaille dans le jeu vidéo. Donc, j'ai jamais Comme ça, c'est fait. Voilà, j'ai jamais eu l'occasion de travailler si une fois, mais bon, c'était il y a très longtemps et c'était vraiment sur un projet de. On pourrait presque Au départ, parler de projet de fin d'études, donc oui. il n'y a pas vocation. C'était une à ce- expérience comme une autre. Voilà, c'était Mais pas t'as un projet vécu- commercial, donc mais Mais tu as expérimenté voilà, ce rapport justement professionnel et oui, voilà. on est des pros, donc on planifie notre travail, on documente Puis il y a un objectif. notre travail, il y a un objectif à la fin, donc voilà, après je sais comment les projets fonctionnent quand on est des projets amateurs, hein, mais c'est pas péjoratif, Oui. mais quand on est sur des projets qu'on développe sur notre temps libre, Ouais. c'est différent. toujours compliqué parce qu'on n'est pas tous disponibles au même moment, on n'a pas tous le même temps et énergie à allouer au projet, et parfois on peut même avoir des abandons au Oui, milieu d'un projet. oui, ça arrive, parce oui. que selon si une situation professionnelle change, si Ouais. une situation familiale change. Donc là, le fait qu'on soit tous des Faut être à professionnels 100% dedans. et qu'on soit soutenu par un éditeur fait que il y a C'est très, cadré quoi. voilà, il y a très peu de risques, le projet est cadré, on sait où on va. Moi j'ai un planning, je sais ce qui manque dans le jeu, je sais ce qui reste à faire. On est capable de planifier sur les semaines et les mois à venir comment le projet va évoluer. Et ce qui est bien aussi, c'est que il y en a des développements des fois qui sont tellement longs qu'au bout d'un moment, c'est normal que ça abandonne. Là, en se fixant une deadline qui n'est pas trop éloignée, on est plus sûr d'y arriver que lorsqu'on dit ça prend 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, même certains jeux, au bout d'un moment, forcément, il n'y a plus personne. Quoi. Tu parlais de liberté là, et c'est qui finalement qui valide certains points C'est du fait qu'on te fasse confiance Tous ensemble, en général, on en discute. C'est un brief. Je te donne par exemple l'exemple du nom, Gladmore. Alors on n'était pas, il nous fallait un nom de départ, donc j'étais parti sur Dance of Death. Et puis après, on s'est dit que on avait trouvé quelque chose de plus original, on avait trouvé quelque chose de plus impactant, quelque chose qui avait plus de personnalité. Au final, pour le titre du jeu, tout simplement, on a rassemblé des propositions. Ouais. Et puis ensuite, on a organisé des sondages au sein des membres de l'équipe, puis des sondages à l'extérieur de l'équipe. Ouais, d'accord. Et puis ensuite, on a fait le point sur quels étaient les titres qui avaient le plus de succès. Et puis à la fin, en général, une décision, on la prend tous ensemble. Oh, c'est cool. On sent qu'il y a quand même au-delà de la passion, un côté professionnel et puis une envie en fait d'aboutir à ce truc. Donc là, rappelle-nous à peu près, vous avez une date précise ou aléatoire plus ou moins, enfin à la louche? L'idée c'est que comme on n'est pas en train de révolutionner le monde du jeu vidéo, Non. donc on a un Il n'y a game. pas de honte. Non, mais on travaille sur des recettes qu'on connaît et qui sont efficaces. Voilà, donc on est sur de l'action plateforme, 2D, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses compliquées à faire derrière. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas en train d'expérimenter du gameplay. Ce qui, sur certains projets, peut s'avérer extrêmement compliqué. Parce que quand tu es en train de révolutionner, je veux dire, quand Shigeru Miyamoto développe un nouveau jeu, Il t'attend une attente énorme. et surtout Ouais. ils passent par des phases de recherche et développement Ah oui. qui finalement c'est tant qu'ils n'ont pas abouti le gameplay parfait, en fait c'est sans fin quoi. Et donc c'est pour ça qu'ils refont un Mario. C'est pour ça qu'ils refont un Mario, comme Parce que ça d'habitude, marche. au bout de 30 ans. Voilà. Et effectivement, après, quand on a des recettes qui marchent, effectivement, c'est beaucoup plus facile. On sait où on va et c'est plus facile de planifier Moins de son risques. projet. Tu sais, à peu près, quand tu as des méthodes de game design qui sont éprouvées, à savoir comment on équilibre des armes, comment on fait du level design, tu peux, avant même de commencer à coder, tu peux déjà commencer à documenter tout ce dont tu as besoin dans le jeu. Et du coup, ça permet à chacun de pouvoir planifier son travail, que ce soit dans le code, dans le graphisme, dans la musique, sans que chacun fasse un truc dans son coin, parce que le danger dans ce cas-là, c'est d'avoir un résultat bancal. Quand tu as des tout à musiques fait. qui ne correspondent pas au level design, qui ne correspondent pas à la partie Tout l'ensemble graphique, est très important. voilà. Tout peut être très bien indépendamment, effectivement, ne pas coïncider ensemble. Voilà, donc là on va avoir quelque chose de cohérent qui est documenté, donc on sait où on va. Donc nous l'objectif c'était de sortir le jeu à la fin de l'année. On va voir, on doit se décider là pour savoir parce que
Jérôme, notre artiste, travaille sur d'autres projets en même temps. Donc voilà, après c'est une question de priorité, comment, et puis aussi la question de savoir quelle est la meilleure période de l'année pour sortir le jeu. Oui, hein. effectivement. Forcément. Hein. D'ailleurs, on va parler peut-être de vente, à moins que tu aies une question. Alors justement, oui, moi c'était pour finir, mais je n'étais pas passé à notre question. Oui, C'était que le jeu, il sera vendu bien évidemment en boîte notice avec un beau packaging comme à l'époque. Ah bah tu réponds à ma question. Voilà, et je voulais savoir si vraiment il y avait quelqu'un d'attitré à cette tâche, parce que c'est un boulot finalement le packaging. plein temps, ouais. Et... C'est une des questions qu'on se pose actuellement, c'est que qui va travailler sur l'insert du jeu, qui va travailler sur les artworks du jeu. On sait que Jérôme, il a la capacité. Et sur quel support en fait ça va être vendu sur internet, sur un site, sur un Ouais, c'est un Voilà. tout. Oui, c'est un- Mais si. Ah, on en a parlé Mais tout à l'heure. au milieu de l'interview. Non, mais je le fais rappeler parce qu'en fait c'est le côté commercial qui parle. C'est là on est dans la vente et il faut en parler. C'est important. Mais moi à la base je connaissais pas Pixel Art. Voyons. C'est des questions qu'on se pose, à savoir, c'est toujours un équilibre. À quel moment de l'année on va vouloir vendre le jeu? Est-ce qu'on va passer par des précommandes ou est-ce qu'on va juste mettre le jeu en vente une fois qu'il sera terminé? D'accord. C'est des questions auxquelles moi, autant que développeur, auxquelles moi j'ai pas de réponse. Non. Ça c'est Pixel Art qui s'occupe de ça. Et alors si tu me dis que c'est Pixel Art, donc il n'y a pas eu besoin d'un système de Kickstarter pour vendre. En fait, c'est une démarche qui est différente dans le monde de l'homebrew. Ouais, alors, c'est vrai, voilà. Ouais, alors, excuse-moi de te couper. Oui. C'est vrai que, voilà, là c'est vrai que toi tu fais la question du gars qui connaît pas. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut bien imaginer que là on parle d'un Bien jeu sûr. Neo Geo. Bien sûr. Et les gens Neo Geo, ils connaissent des plateformes sûr. comme Pixel Art et autres. Mais il y a des gens qui sont pas de Neo Geo et qui voudront peut-être éventuellement acheter ce jeu. Peut-être, mais du coup après plus tard sur plateforme moderne. Voilà. Donc, voilà. À voir, il y a des gens qui vont peut-être acheter exprès une Neo Geo. Pour ton jeu, c'est Voilà. vrai que- Et pour on ton souhaite, jeu, on et souhaite. pourquoi pas? Et malheureusement, ça va encore faire flamber le prix des consoles. Et merde. Arrêtez d'acheter Neo Geo, attendez la version Switch ou Steam, voilà. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. oui, Exactement, on a dû parler pendant un bon bout de temps. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu en tous les cas. J'espère qu'on aura assez de contenu aussi pour peut-être, agrémenter tout ce qu'on a dit en vidéo. Pas mal de gameplay, des petits passages du jeu. Ça va être super cool. Est-ce que tu as un mot de la fin, comme on dit à chaque fois à nos guests en fait, dans les vidéos? Amusez-vous. Bah, ça, c'est super cool. Voilà. Mais Donc, par contre, t'as pas précisé sur quel jeu. tu fais ton vendeur, rappelle-nous le jeu, quand il sort. Mais non, et, mais on va pas redire chaque fois. Gladmore sur Neo Geo, bientôt. Exactement, bientôt, on l'espère. Allez, salut bande de geeks. Salut les et geeks. bonne vidéo et merci d'avoir vu cette vidéo et on espère que ça certainement vous un peu plaît. long, mais C'était une vidéo interview et c'était très important pour nous et on est très honoré aujourd'hui d'avoir interviewé quand même quelqu'un, un créateur et c'est super cool. Oui. On aime les jeunes talents, On aimerait bien aime faire la ça Neo tous les Geo, jours. on aime parler pendant 1 heure. Exactement. Donc, voilà, tout était réuni. Voilà, allez salut bande de geeks, à la prochaine Salut, vidéo. geeks. Bon, eh bien, voilà les amis, on est sur la route du retour. Il y a le tableau qui conduit, voilà, il est studieux, voilà, très bien. Donc, mitigé de notre salon. Tu fais un petit brief là? Non, mais vite fait, je sais pas si, Ouais, voilà. vite fait. Bon, déjà, le Stunfest qu'on a connu, c'était pas vraiment ça, clairement. On est mitigé, 50% bien le Stunfest. Mais là, je dois dire, heureusement que le stand Neo Geo était là, sous la grande tente à l'entrée. Ouais, parce que Et s'il puis n'y avait pas eu, voilà. et notre ami que tu m'as fait découvrir, Cédric, pour son test de jeu exclusif. Alias Chips on Steroid, Voilà. avec son superbe jeu Gladmore. S'il n'avait pas été là, le salon aurait été à chier. Voilà, exactement. Si on peut faire un petit peu le tour, tout ce qui était emplacement indé, clairement c'était des jeux indés sur PC. Absolument la totalité des jeux, à mon sens, était vraiment du copier à des jeux très connus. Ouais, avec des couleurs très fans, mais visuellement c'est la mode. Pour moi, il n'y avait aucune créativité. Non. Alors peut-être ça marche très bien sur Steam et compagnie.
Ça, passons. Après, dans le hall, c'était vide. C'était no man's land. Il y avait très très peu de gens. Et j'avais pitié même des gens qui étaient dans le hall. Tellement c'était vide, ils devaient se faire chier. On voulait vous faire une vidéo, mais il y avait tellement rien d'intéressant à montrer. Aussi. Non, ça valait pas le coup. On aurait pris en vidéo le carrelage. Oui. Voilà. Non, vraiment très très dommage. Mais la bon, nourriture était bonne. Mais bon voilà, Gladmore, super jeu, c'est le stand Neo Geo, voilà, top. La scène était mini. Une petite On scène. n'a pas pu voir des super combats. Il y avait Pas de super player, pas de test, finale de jeu de combat. pas de super play, pas de super combat, rien de tout ça. Même dans la programmation, parce qu'on a dimanche, il devait y en avoir, c'était pas extraordinaire. En fait, c'est pas compliqué, c'est que tout ce qui faisait l'âme du Stunfest a disparu cette année. Voilà. Super, voilà. C'est génial. On s'y retrouvait pas. On s'y retrouvait pas. Et heureusement qu'on a découvert des petits jeux sympas, musicaux, sous la tonnelle, on dit encore une fois, et on s'est bien éclaté. Et puis il y avait d'autres sous d'autres développements, il y avait des trucs créatifs qui étaient assez sympas, des bornes. Je fais quasiment le jeu Ikaruga sur la borne, j'ai fait Hot Run, j'ai fait j'allais dire House of the Geek, House of the Dead 2. Oui, mais qui était en conversion Wii. Exactement. Donc moi je jouais à la Wiimote, il y avait une borne House of the Dead. Ouais, puis il y a eu des problèmes. Et puis en plus il y a des problèmes. C'est ça le problème des portages sur console. Ouais, donc on va pas vous embêter plus pour une fin de vidéo. Mais toujours est-il que voilà, si vous n'avez pas vraiment eu de salon, c'est parce que voilà, c'était pas terrible. Mais en tout cas, moi je lui dis, et il faut faire de la pub. De toute façon, on sera encore avec eux. Ouais. C'est Neo Geo Fan. Voilà. Ils étaient là, les copains, vous étiez là, c'était super. On s'est super bien éclaté. On les retrouvera. Oui, merci. En plus, on a bouffé à l'œil grâce à eux. Et on les retrouvera au salon de Cholet. Donc on espère vous y voir également au salon de Cholet, ça va être cool. Voilà, un bon petit salon de passionnés. C'était un petit débrief, peut-être qu'on va pousser cette vidéo avant de faire la grosse. Ouais, on sait pas comment on va faire, voilà. On sait pas dans quelle heure vous allez la voir en fait. Exactement. Mais bon. Voilà. Sur ce, les amis, Allez, ciao. à bientôt.